Quand on était petit et qu'on se baladait avec mon père, partout, mais surtout à Paris, il nous disait toujours la même chose. Ma gueule, regarde toujours en l'air, en rez-de-chaussée, il n'y a rien à voir, tout se passe en haut. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 5e épisode de Tout pour la culture. Grâce aux précieux conseils de mon daron, je suis souvent en train de me balader la tête en l'air dans Paris. Et souvent, ma première réflexion, c'est pas waouh, c'est beau ou waouh, comment ils ont fait, mais putain, comment le mât n'est pas béton ou mort en peignant aussi haut, genre. Si j'ai voulu qu'on s'y intéresse aujourd'hui, c'est parce que c'est un art qui s'impose à nous, ou en tout cas qui fait un pas vers nous. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller au musée pour le voir, ni de payer quoi que ce soit. Il suffit de marcher dans la ville. C'est également un art qui soulève énormément de débats. Pour le public évidemment, mais aussi au sein même des artistes. Rien que sur les mots employés, il y a beaucoup de confusion. Le street art, le graffiti, les tags, les fresques, le collage. Même moi, pour être tout à fait honnête, j'étais pas tout à fait au point avant de faire le reportage. Le street art est donc un ensemble de multiples savoir-faire. Ça, par exemple, c'est un tag. À la base, c'est une signature. Un nom que se choisit l'artiste, son blaze, qui va répéter dans la ville. Le but, c'est pas de faire un dessin hyper travaillé. Ce qui compte, c'est le geste, la manière d'écrire les lettres et le style de la signature. C'est une manière de dire « j'existe ». Le graffiti, lui, c'est le terme plus large pour toute cette culture de l'écriture et du lettrage dans l'espace urbain. Et à l'intérieur, il en existe plusieurs formes. Le tag en est la forme la plus simple et la plus rapide. Et si aujourd'hui on est habitué à en voir absolument partout, cette idée d'inscrire son nom dans la ville n'a pas commencé à Paris, mais aux États-Unis à la fin des années 60. D'abord à Philadelphie, puis surtout à New York, où des jeunes commencent à écrire leur blaze un peu partout dans la ville. Il y a 55 ans, un de ces jeunes est devenu particulièrement connu, Taki 183. Taki, c'est son surnom, 183, c'est le numéro de sa rue. Son taf, c'est coursier, donc il se déplace partout dans New York. Il en profite pour glisser Taki 183 un peu partout où il passe. Jusqu'à ce que le New York Times lui consacre un article. Sauf que si tout le monde écrit son nom, à un moment, il faut trouver un moyen de se démarquer. Donc les signatures deviennent plus grandes, les lettres plus travaillées, les endroits plus visibles, et surtout les graffeurs commencent à s'attaquer à un support qui pour le coup permet d'être vu dans toute la ville. Le métro. Parce que peindre sur un mur, ça permet d'être vu dans une rue. Peindre sur un train, ça permet à son nom de traverser New York. Et c'est aussi à ce moment-là que le graffiti devient beaucoup plus qu'une simple signature. Le graffiti moderne est né. Une dizaine d'années plus tard, cette culture traverse l'Atlantique. Au début des années 1980, Paris découvre enfin le hip-hop. Une culture nouvelle qui transforme la musique, la danse et bientôt les murs de la capitale. Le véritable tournant arrive en 1982. Le New York City Rap Tour est de passage à Paris. Le public découvre ensemble le rap, les DJ, le breakdance et le graffiti. Pour beaucoup, c'est une révélation. Le graffiti, c'est pas seulement lié à la peinture. Il fait partie des 4 piliers fondateurs du hip-hop. Le rap, le pouring, le breakdance et le writing. Le graffiti. En France, beaucoup passent d'une discipline à l'autre. Joey Starr, Cool Chain, danse, rap et graphe. Ils créent même le groupe NTM. Beaucoup de gens l'ignorent, mais avant de devenir ce groupe mythique, ces 3 lettres étaient déjà inscrites sur certains murs et dans certaines rames des métros parisiens. Pour la vanne et parce que je suis née et je mourrais sûrement en écoutant du NTM, je me suis même fait tatouer ces 3 lettres il y a quelques années. Petit à petit, des crews apparaissent à Paris. On peint sur les palissades, dans les terrains vagues, près des voies ferrées. Au milieu des années 80, un endroit se démarque. Le terrain de Stalingrad. Personne n'a vraiment invité ces artistes à venir peindre, mais ils l'ont fait. C'est même une partie assez significative de la culture du graffiti. En tout cas pour certains. Peindre dans un espace sans qu'on vous ait donné l'autorisation de le faire. Marrant. Mais à Paris, depuis quelques années, il est possible de voir les deux. Ici, personne court quand la police arrive. Je suis au spot 13, dans le 13e arrondissement de Paris. Ici, les artistes viennent peindre légalement et librement. C'est justement pour ça que j'ai voulu venir.
Parce qu'après vous avoir raconté que cette pratique s'est en partie construite dans l'illégalité, je voulais comprendre ce qu'elle devient quand on lui donne un endroit où elle a parfaitement le droit d'exister, et dans quelle mesure ça fait évoluer cet art. J'ai eu la chance d'avoir un entretien avec Sabine, à la tête d'une galerie à Fontainebleau, où elle expose beaucoup d'art urbain. Une œuvre réalisée dans la rue implique les passants, le public. Une fois qu'une œuvre entre dans la galerie, il n'y a plus ce concept. Par contre, je pense que le spectateur découvre les œuvres qui gardent quand même leur identité d'un autre point de vue, qui est très intéressant aussi. Et en même temps, il découvre l'artiste d'une autre façon. C'est dans son ADN. Le street art est né dans l'espace public. Le street art, il va plutôt vers les gens. C'est pas nécessaire de pousser les portes d'une galerie ou d'un musée. Moi, j'ai vu des enfants créer ensemble pendant des ateliers que j'organise, des employés qui ont fait des œuvres collectives. À ce moment-là, ça devient un langage commun. C'est plutôt un type d'art qui va vers les gens et qui lie les gens aussi. Une œuvre sur un mur dans une ville, ça fait parler, ça crée une curiosité. Et on a encore beaucoup d'idées qu'on a héritées du début du graffiti. On associe encore beaucoup ce type d'art avec quelque chose de marginal ou le vandalisme. Mais quand on regarde maintenant, dans cette époque, les techniques et les compositions de beaucoup d'artistes, c'est vraiment très complet. Autre chose, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas les codes pour comprendre l'art. Dans le street art, il y a beaucoup de parcours différents. Il y a des artistes graffeurs, il y a des autodidactes, il y a des artistes qui viennent des beaux-arts, mais tous ils ont la même envie, c'est de créer, et c'est ça qui me touche. Paris a joué un rôle majeur, c'est vrai, surtout au niveau international. Il y a une vitrine qui est très importante à Paris. Un lieu comme le Spot 13 a contribué vraiment à faire rayonner l'art urbain en France et en Europe, peut-être même en dehors de l'Europe. Maintenant, je ne pense pas que ça se limite à Paris. On voit très bien des festivals qui émergent un peu partout dans des villes partout en France et en Europe. Paris reste une vitrine internationale, je pense, mais se développe très bien aussi en dehors des villes gétales, et il y a d'autres exemples dans la France entière. Super comme réponse, merci beaucoup. Quelques semaines plus tard, j'ai pu rencontrer Djoko, le fondateur de l'association Spot 13, et lui poser quelques questions. Aujourd'hui, je pense qu'on peut m'appeler des deux manières. Tant mon nom d'artiste Djoko et mon nom Boubacar Keïta, puisque c'est ce qui est inscrit sur les papiers de propriété du lieu. Il y a une époque, c'était différent, tu préférais l'un ? Ouais, on préfère toujours quand c'est toujours un peu plus populaire, un peu plus moins en lumière. C'est toujours plus agréable parce que on rencontre les personnes qui veulent vraiment nous rencontrer. Il y a beaucoup plus d'humain, moins de strass et paillettes après. Il y en a beaucoup. Durant ma vie, j'ai participé à beaucoup de projets que j'ai abandonnés, qui auraient pu fonctionner. Il y avait une chose qui me tenait à cœur, c'est que j'avais toujours cette passion du dessin depuis que je suis petit. Et à la recherche un peu de cette liberté inaccessible, l'art c'était pour moi, ça a toujours été mon espace de liberté. Donc j'ai essayé de rentrer un peu plus dans ce milieu que je connaissais un peu, qui était le graffiti, l'art urbain. Ça m'a motivé à redonner en fait cette flamme que certains ont, qui est très bonne et très positive, de se battre pour eux et se battre pour ceux qui sont un peu mis de côté. J'aime bien cette difficulté. Donc les graffeurs, faut passer des moments avec ces gens-là pour comprendre un peu cette énergie. S'il n'y a pas ce côté marginal, cette tâche, si tout est nickel et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien, on s'ennuierait. Le premier mur que j'ai peint ici ou dans ma vie, on s'ennuie, on rigole. Je décide de caricaturer mes potes présents dans une cage d'escalier ou des scènes
j'ai redessiné. Puis le jeu stupide que je pouvais avoir, par exemple les passants, alors que les passants peut-être qu'ils en ont rien à faire, mais dessiner ou envoyer un message en se disant que les gens qui vont rentrer dans les transports, on anticipe un peu le voyage du travail artistique. Il y a du vandalisme, il y a des potages, on raconte des trucs. Ça nous libère de pression en se disant on l'a craché sur les murs, on l'a dit. Un peu porté politiquement. J'ai fait ma première expo. Je me suis cloîtré à produire une centaine d'œuvres. Et en même temps, je suis animateur à Villetaneuse dans une ZUP où j'essaie, avec le peu d'argent que j'ai, d'aider des jeunes à faire des ateliers. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Andrew Wallace, qui est un artiste, qui m'intime à venir dans le 13e découvrir l'Avomatique, là où je vais faire mes premières armes en tant qu'assistant galériste, si on peut dire, et vendeur. Je rencontre de plus en plus ces acteurs du milieu de l'art urbain, et il y a beaucoup de faux culs. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde se sourit, mais en réalité, les artistes, en fait, ils souffrent parce que ils vont se jeter pour faire des murs, participer à une animation, mais qu'est-ce qu'ils gagnent réellement financièrement derrière? Et donc, moi, par principe, dans la galerie, je m'étais mis comme poids de vendre et de connaître les artistes et de prendre des artistes de l'art urbain. C'est-à-dire de vraiment rendre qualitatif le travail des artistes. Le problème, c'est que le graffiti, malheureusement, il est mal vu et le street art prend toute une autre ampleur. Et donc ici, le principe, c'est que pendant, ça remonte à une dizaine d'années, il y a les travaux du Grand Paris qui se mettent en place. Et j'ai vu sur plan, en ayant collaboré avec la DDE pendant longtemps, parce que donc quand je travaille au Lavomatique, c'est long quand même, hein. Quand je travaille au Lavomatique, je m'entends avec des ouvriers qui sont en train de faire les travaux. Je leur offre du café et puis je leur dis, écoutez, je vois il y a les murs à brut, et au lieu de venir en catimini, est-ce que je peux peindre? On s'entend, il me dit mais bien sûr, c'est les murs à brut. Et au départ, je commence à peindre tout seul. Ce qui est bien ennuyeux, j'ai un ami qui s'appelle Tim, qui a créé les GB, et je lui propose de lancer des barbecue painting. C'est-à-dire que lui s'occupe de prévenir tous les artistes, et moi, je m'occupe d'aller acheter à boire, à manger. Et donc ça commence à habiter tous les espaces qui se retrouvent, qui sont sous les maréchaux. L'art, c'est une forme de beauté, de reconstruction du moche, mais c'est aussi envoyer des messages. On n'entend pas tous la même chose quand on écoute de la musique, on voit pas tous la même chose quand on regarde une œuvre. L'être humain est une machine tellement complexe et d'émotions, c'est un trop-plein. L'art, c'est de la sensibilité. Celui qui manque de sensibilité ne peut pas être dans une réflexion sur l'art, sur la contradiction. L'art, c'est censé être rassembleur. Quand on fait de la musique, c'est pour qu'on danse ensemble. Quand on fait un film, c'est pour que tout le monde le voit. Quand on fait une peinture, c'est pour qu'elle soit appréciée de tout le monde. Il y a aussi cette synergie, et donc je pense que beau et politique vont ensemble. Tout est lié. Et un artiste qui fait une œuvre, que tu la vois aujourd'hui, demain, après-demain, l'œuvre, elle est au public. Après, elle évolue, parce qu'elle vit l'œuvre. La chance de voir l'œuvre ou pas, c'est pas le Napoléon qui prend le coup de la vitre, je trouve ça nul. Ça voudrait dire que l'œuvre, ce pan de mur appartient à quelqu'un. Elle est très parlante, et en plus, en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on rentre, en fait, dans cette discussion qu'il est en train de faire, de se dire, on se prend les pieds dans le tapis, qu'on est là comme des idiots. Mais ce côté éphémère se perd, et qu'on commence à sacraliser certains artistes qui ne l'ont jamais demandé, qui n'ont jamais été dans ce sens-là, mais qu'on le fait de nous-mêmes, pour ensuite, après, peut-être un jour le retrouver chez H&M, parce que c'est ce qu'ils font avec Basquiat. Et le gars est mort, mais il y a du Basquiat qui sort. On joue avec, notamment à ce moment-là, avec la population. Et c'est Banksy, lui en tout cas, c'est un combattant de cette surconsommation. Ceux qui mettent en place tout ça derrière, il faut les boycotter. Moi, j'irai cracher sur ces villes. J'y suis même pas allé à cause de ça. J'en appelle aux jeunes, parce que c'est votre monde qui est en train de se construire. Moi, ce que je fais, c'est pour dire aux jeunes, on peut entreprendre des choses. Moi, j'étais audacieux, hein. Je suis arrivé, j'avais rien. J'étais pas autorisé. J'ai mis en place, j'ai cru en moi, j'ai dit voilà, moi c'est comme ça que je vois la face du monde. Je veux que l'entrée soit gratuite, je veux que les gens viennent et qu'à travers une association, les gens puissent profiter du lieu. Pas besoin de ils aiment l'art, allez c'est 15 € l'entrée. Et tu rentres 15 € l'entrée, t'as même pas un pack de quelque chose. Ça commence à devenir politique. Je voudrais savoir ce que le Djoko de Vampige penserait de cet endroit et de ses formalités.
Le Djoko d'il y a 20 ans était beaucoup plus engagé. Aujourd'hui, il m'aurait poussé à faire beaucoup plus. Il m'aurait beaucoup aidé. Par contre, il m'aurait beaucoup aidé. Après, j'ai été beaucoup rebelle. J'en voulais beaucoup à la société, au système. Je suis dans un combat contre l'État, tout seul. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'a priori des gens. Il y a 20 ans, je me dis, tiens, faut créer sa propre foi. Et puis ma foi, elle est là. Spot 13, ma foi, ma vision, ma paix. Il y a 20 ans, j'aurais été content, peut-être. Je serais venu m'emmerder. Merci à vous, c'est super cool. Merci, très bonne question, ça fait plaisir de répondre. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager une exposition qui prend fin bientôt à la Villette. Sur le street art, bien sûr. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. On y voit du street art sous toutes ses formes. Vraiment. Il y a des trucs un peu immersifs. Je pense que même les petits peuvent kiffer. Donc si c'est encore ouvert quand vous regardez cette vidéo, je vous conseille d'y aller. L'entièreté du processus de confection de ce documentaire a été hyper enrichissant et je voulais encore remercier le Spot 13 qui nous a très gentiment accueillis plusieurs fois et où on a pu faire de très belles rencontres. Je vous conseille fortement d'y aller pour regarder les œuvres, pour rencontrer des gens, pour se poser. Ils vont prochainement faire des soirées stand-up tous les samedis. Donc les Parisiens et non-Parisiens, n'hésitez pas. Je vous remercie très sincèrement d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et je vous invite à nous suivre sur Instagram où on va poster beaucoup plus de trucs. Et à dans 2 semaines pour un prochain épisode de TPLC.